Nous allons entendre Laurence Bertrand d'Orléac, qui est historienne de l'art et professeure à Sciences Po, où elle dirige le séminaire Art et Société et la lettre du séminaire. Elle est l'auteure de nombreux textes, dont Histoire de l'art, Paris 1940-44, aux publications de la Sorbonne, en 86, L'art de la défaite, 40-44, publié en 93 et réédité en 2010 et 2012 au Seuil, L'ordre sauvage, violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960 chez Gallimard, publié en 2004, Contre-déclin, Monnet et Spengler dans les jardins de l'histoire chez Gallimard en 2012. Elle était commissaire avec Jacqueline Munk de l'exposition L'art en guerre, France 1938-1947, au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2012. Commissaire général des désastres de la guerre, 1800-2014, au Louvre-Lens, en 2014, et elle sera co-commissaire d'une exposition sur artistes et robots au printemps 2018 au Grand Palais, et commissaire d'une exposition sur les choses, entre parenthèses, la nature morte de l'Antiquité de nos jours, au Louvre à Paris. Son intervention s'intitule « Robot artiste, premier acte ». Acte 2, si je puis me permettre. Ça ne change pas grand-chose, vous verrez. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Alain Prochiante et Alain Fleischer de cette invitation et aussi de leur très stimulante exposition au Palais de Tokyo qui va inspirer mes réflexions autour des formes. Formes qui peuvent désormais proliférer avec, mais aussi dans une certaine mesure sans les artistes, grâce à ces fameux robots informatiques dont on parle toujours plus, mais justement je vais essayer de prendre un petit peu de champ historique, disons, par rapport à l'actualité, même si cette actualité quotidienne et ces robots de plus en plus intelligents nous intéressent forcément au plus haut point. Bien, je vous propose ce plan. Donc, premièrement, les robots sont éternels. Deuxièmement, les robots voient mal, mais ils reconnaissent des formes. Troisièmement, les robots n'ont pas d'imagination, mais ils ont du style, génératif en tout cas. Donc, les robots sont éternels, ils sont liés à la forme et donc à l'art depuis que les humains inventent des fictions. On parle souvent des automates égyptiens, grecs, qui étaient mus par des moyens illusionnistes, hydrauliques ou mécaniques. Et dans cette lignée, on connaît le fameux canard de Jacques de Vaucanson en 1738, qui simulait un vrai canard, qui savait manger, digérer, nager et même cancaner. Je voudrais plutôt revenir à une autre forme originelle plus intéressante encore pour nous. Et donc, je rejoins, on boucle, si je puis dire, la journée en fait en revenant à un magnifique exposé d'Ada Ackermann. Je voudrais revenir au psaume de David du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans les psaumes, la créature fabriquée par Dieu est liée à la naissance d'une forme par tissage. Et donc, dans les psaumes, on ne parle pas encore de robots, bien sûr, mais la créature artificielle apparaît quand David célèbre Dieu de l'avoir si bien tissée à partir d'une masse informe. Cette œuvre admirable, cette forme de créature, elle naît donc avec une première fiction de l'humanité. Elle est d'entrée de jeu, une histoire de forme à fabriquer. Alors je reviens donc à ce fameux golem dont il a été question avec Ada, et encore merci pour cette magnifique exposition qui malheureusement vient de finir, mais il reste l'excellent catalogue. Donc la figure du golem est bien connue dans la mythologie juive. Vous nous avez raconté les débuts, donc je peux poursuivre. À Prague, donc au XVIe siècle, elle protégeait les Juifs qui vivaient sous la menace des pogroms en vertu des accusations de crimes rituels par leurs voisins. Donc le golem est un être nouveau, à forme humaine, qui a le pouvoir de s'animer à la demande d'un sage, initié au rituel magique des lettres hébraïques. Le golem est pétri à l'argile rouge ou dans la glaise ou même d'autres matériaux. Il n'a pas droit à la parole ni à la pensée propre, mais s'il est l'esclave de son créateur, c'est au nom du bien qu'il doit faire respecter.
Alors, ce texte de Kafka, il me fascine aussi. Kafka était lui-même fasciné par la légende du golem qu'il raconte dans son fameux journal donc, du 20 avril 1916, à grand renfort de vision du processus de fabrication de la forme. Je crois qu'il en parle comme le peintre qu'il aurait voulu être. Il en parle très visuellement, comme d'une sculpture, une sculpture totale, à la fois visuelle, colorée, mais aussi tactile, et qui possède même un goût amer. Et grâce à la puissante vision de Kafka, on saisit encore mieux ce que veut dire Emanuele Coccia quand il parle de la vie sensible qui prend forme avant tout à partir des images. Alors, la fortune critique du golem est immense et vous nous l'avez montré dans votre belle exposition. Cette fortune critique, elle ne va pas évidemment nous échapper, mais elle n'a pas échappé, cette figure du golem, aux artistes, aux écrivains de toutes sortes. Un golem qui agit au XVIe siècle pour le bien, mais aussi, surtout à partir du XVIIe, pour le mal. Et l'on reparle sans doute d'autant plus volontiers du golem qu'il est question presque tous les jours des robots dans les médias. Pour s'en féliciter, et c'est le bon golem qui accompagne les humains comme un esclave dressé à les aider. Pour s'en inquiéter, et c'est le mauvais golem, celui qui n'obéit pas ou plus et qui risque d'échapper à son créateur. Je promets donc un avenir au golem, un des ancêtres majeurs du robot et de l'intelligence artificielle. En fait, si l'on observe les choses sur la longue durée de l'histoire, il est instructif de voir que le golem émerge vraiment au XVIe siècle, en tout cas qu'il réémerge au XVIe siècle au moment où le monde se recompose autour de nouvelles idées et de nouvelles angoisses. C'est aussi le moment de l'émergence du baroque. Et il est aussi intéressant de constater une recrudescence de science-fiction depuis le XIXe siècle et une accélération depuis la Grande Guerre de 14-18. Grande Guerre, il est vrai, très mécanisée, très robotisée d'une certaine manière, où les humains avaient parfois l'air de créatures de science-fiction. Ils avaient aussi le sentiment d'être dépassés par les machines, qu'ils avaient l'impression de ne plus contrôler du tout. Ces combattants modernes étaient donc inquiets, mais aussi inquiétants, sinon plus que les créatures artificielles. Et à cet égard, il faut dire que le golem est tout autant créé à l'image de l'humain que cet humain ne lui ressemble, et c'est bien là tout le problème. Un problème que recyclent à nouveau frais les inventions techniques et scientifiques depuis les débuts de la cybernétique. Le terme est employé en 1947 par le mathématicien Wiener pour définir les domaines nouveaux de l'électronique et de la théorie mathématique de l'information lors des fameuses conférences de Macy entre 1946 et 1953, conférence où se réunissent de nombreux chercheurs venus de toutes les sciences, des mathématiques, des logiciens, des anthropologues, des psychologues, des économistes, etc. Le terme de cybernétique, je le note, n'est d'ailleurs plus employé, alors même que sa réalité demeure. Et dans la lignée de Jean Violac, Baptiste Laureau propose des hypothèses originales, me semble-t-il, pour rendre intelligible cette éclipse du terme dans un mémoire de philosophie récent. Ce qui m'intéresse dans cette cybernétique, dont il était encore beaucoup question en art dans les années 1970-1980, quand j'ai commencé à m'intéresser aux robots artistes, qui m'intéresse encore, à vrai dire, c'est sa puissance de suggestion en matière de forme et de robotique, avec tous les problèmes de gouvernement que cela pose, avec toutes les questions que cela engage. Qu'arrive-t-il quand un robot se met en marche ? Quel jumeau fait-on naître quand on crée un robot ? In fine, qui décide ? Qui pilote ? Quelle nouvelle vexation doit-on envisager ? Et au fond, à quel risque doit-on se préparer ? En fait, l'historienne vous dira que ces risques se mesurent depuis très longtemps, très très longtemps, et surtout depuis qu'il existe de mauvaises créatures artificielles qui ont échappé à leur créateur. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette histoire croise en permanence l'histoire de la création des formes. Et toute création est en fait dangereuse, surtout si dans certaines de ses compétences, sinon dans toutes, elle arrive à dédoubler l'humain, dédoubler, comme disait Villiers de L'Isle-Adam,
dans l'Ève future, qui est un jalon majeur de la science-fiction et qui a inspiré beaucoup d'artistes, à commencer par Fritz Lang dans Metropolis, dans son androïde Maria de 1927. Mais le prototype de la créature artificielle qui tourne mal est avant cela forgé par Mary Shelley au début du XIXe siècle dans Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et dans ce livre, qui passe pour le premier roman de science-fiction, Mary Shelley pose la question cruciale de l'augmentation de l'humain et du risque qui en découle de disparition des humains. Et forcément, ce livre puissant va inspirer de nombreux films, des livres et des peintures, mais aussi nos imaginaires en matière de robotique. Mary Shelley donne une forme littéraire à l'ivresse de l'apprenti sorcier scientifique, Victor Frankenstein. Elle donne une forme à l'exaltation de sa création, et c'est ainsi que le savant la nomme, la création. Création, mais avant cela, créature, avant les remords, devant les dégâts qu'elle va commettre. Moins d'ailleurs par méchanceté que pour répondre à la méchanceté et à l'incompréhension des humains devant sa forme extérieure. Ces humains, la créature apprend à les comprendre avant tout par la reconnaissance des formes du monde. C'est la créature artificielle donc qui raconte. Je me mis à observer avec précision les formes qui m'entouraient et à distinguer les limites du radieux toit de lumière qui me recouvrait de sa voûte. Mes yeux s'habituaient à la lumière, ainsi qu'à percevoir la véritable forme des objets. Je distinguais ainsi l'insecte de l'herbe, puis peu à peu les différentes herbes entre elles. Vous voyez la subtilité admirable de la vision du monstre. Puis, le monstre perçoit de plus en plus subtilement aussi les sentiments humains grâce aux signes. Et là encore, il est question de forme, de sourire, de la physionomie qui change au gré des variations des sentiments. Et la créature apprend aussi à reconnaître la forme des mots sur les lèvres des humains. Et puis, elle se demande finalement un beau jour, comme nous tous, qui suis-je ? Et malheureusement, la créature de genre masculin saisit avant tout son être par la forme. Par contraste avec les charmants humains et les charmantes humaines aussi, surtout même, elle saisit sa laideur en se regardant dans l'eau. Anti-Narcisse, si l'on veut, qui va devenir douloureuse de n'être pas belle, ni désirable, ni même acceptable, tellement elle fait peur autour d'elle. Et c'est la honte qui rendra meurtrier le monstre, inventé et nommé très vite comme cela par Frankenstein, donc le monstre. C'est la rancœur qui le poussera à persécuter son créateur et à tuer tout autour de lui, surtout à partir du moment où le savant lui refuse le double féminin qu'il réclame pour supporter sa condition misérable et solitaire. Or, il est trop tard. La créature prévient Frankenstein « Tu es mon créateur, mais je suis ton maître, obéis ». Et là s'installe le fantasme du dépassement du créateur par sa créature, même si à la fin, le monstre préfère mourir que de vivre en monstrueux. Autrement dit, Mary Shelley invente aussi le premier suicide d'un robot. Suicide que je veux mettre en relation avec le mouvement ludiste qui intéresse le romantique Lord Byron, dont Mary Shelley est proche quand elle écrit Frankenstein. C'est même Lord Byron qui commande en fait à Mary Shelley, à quelques amis, une nouvelle de cette sorte. Et donc ludisme du nom de John Ludd, qui aurait détruit 2 métiers à tisser en 1780. Ludisme, c'est aussi donc ce courant qui a prospéré en Angleterre dans les années 1811-1812, années de crise économique, de mauvaise récolte, de famine sur fond de libéralisme violent. 150 ans plus tard, en 1960,
Cette machine auto-explosante de Tinguely dans les jardins du MoMA s'inscrit évidemment dans une lignée ludiste. On n'insiste pas assez sur les origines suisses de Tinguely qui savait par la brillance horlogère ce que la perfection peut avoir d'insupportable. Dans les années 1950, Tinguely s'est servi d'une machine à peindre à l'infini, mais là, à New York, il met en scène un gros robot autodestructeur au moment même où l'on entre pour de bon dans l'ère des machines. Alors, il y aura bien d'autres machines à créer pour les artistes qui poseront toutes à leur façon la question de savoir ce que l'art peut bien faire avec les robots. Or, dès l'origine, art et robots ont en commun la forme, mais aussi le mot. Ce robot est différent du mot golem ou de créature artificielle, même si ces termes engagent au fond les mêmes problématiques. Robot est forgé, lui, directement sur une scène artistique, il est forgé au théâtre. C'est en effet sous cette appellation de robot que Karel Čapek présente une pièce qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais dont parle l'exposition aussi sur les golems. Et c'est très intéressant évidemment pour nous, puisqu'il s'agit d'une représentation théâtrale de science-fiction à Prague, encore une fois à Prague, mais cette fois en 1921. C'est son frère, en fait, Joseph, qui aurait soufflé le mot de robot, dérivé du slave robota, soit corvée, et plus anciennement de l'indo-européen orbe, jeune esclave, orphelin ou petit enfant. Alors, la pièce de Čapek se déroule dans l'usine de fabrication de robots, Ruhr, machine à l'apparence humaine, qu'un ingénieur a doté d'une intelligence de plus en plus développée, si bien qu'au bout de 10 ans, les robots se révoltent et veulent supprimer les humains au motif qu'ils ne savent que parler. À la fin, après la perte du secret de leur fabrication, 2 robots découvrent l'amour et le dernier humain, qui est l'architecte, leur remet le monde entre les mains. Et entre nous, ce monde à venir n'a pas l'air tellement plus marrant que celui des humains anciens, si je puis dire. C'est d'ailleurs lassé de ces mauvais robots qu'Asimov, l'auteur scientifique de fiction, commencera dans les années 1950 à imaginer de bons robots bien disposés à l'égard des humains. Mais il n'empêche, la lutte entre le bien et le mal est déclarée depuis trop longtemps et cela ne va pas s'arranger, comme le montre si bien en 1968 le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, ce film qui a tellement marqué les esprits, y compris d'ailleurs les esprits des scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Alors, deuxièmement, les robots voient mal, mais ils reconnaissent des formes. Ils ne voient pas selon les critères d'évaluation d'un goût humain capricieux, mais selon un système de reconnaissance univoque. Alors, ce film est encore une histoire de robots qui se révoltent, et il est très important pour nous parce qu'il pose le problème de l'œil du robot. Regardons. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly. And you? Oh, not too bad. Have you been doing some more work? A few sketches. May I see them? Sure. That's a very nice rendering, Dave. I think you've improved a great deal. Can you hold it a bit closer? Sure. That's Dr. Hunter, isn't it? Mm-hmm. By the way, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. Well, forgive me for being so inquisitive. Pour nous, donc, qui nous intéressons aux robots et à l'art génératif, ce film pose de nouvelles questions. Qui décide qu'une forme est une forme? Qui décide qu'une forme est une forme artistique? Est-ce que les humains sont les seuls à pouvoir décider si une forme est une forme artistique ou non? Qu'est-ce qui décide qu'une forme est une forme artistique? Est-ce qu'un robot est doté de pulsions scopiques? Qu'est-ce que l'on avait appris en 1968 à un robot pour qu'il sache regarder une forme, etc., etc. Tout cela avant même
l'invention de Webbot Ier, donc le premier robot à marche de bipède qui a été créé au Japon en 1973 dans le laboratoire du professeur Takanishi, ce qui donne forcément envie de mesurer ce que l'on apprend aujourd'hui depuis 1968 et depuis 1973 aux robots en matière de comportement et de comportement artistique. Mais avant de répondre, je voudrais revenir juste un peu sur le dialogue donc, et savoir finalement ce que veut dire Kubrick par ce dialogue. D'abord, il parle de deep learning, mais à l'envers. Il se moque en fait du ton professoral du robot. Et ce qui est très intéressant, c'est que Hall, pour lui, il faut avant tout identifier, disons, reconnaître, mais Kubrick veut le reléguer manifestement à l'état de choses qu'il voit mal quand il montre Bowman à travers le regard déformé donc du robot. Mais le pire, c'est que Hall ne comprend pas qu'il ne voit pas aussi bien qu'il faudrait pour être humain, puisque comme il le dira aux journalistes de la BBC, comme toute la série des ordinateurs 9000, il dit qu'il est incapable d'erreur. Or, comme vous le savez, l'erreur précisément est humaine, et dans le film de Kubrick, le jeu de regard vise à prouver que les humains voient plus et mieux que les robots. Autrement dit, en 1968, Kubrick pose le problème que se posent encore les scientifiques qui s'intéressent aux robots aujourd'hui. L'intérêt n'est pas de raisonner plus vite, mais de traiter les informations de manière appropriée. Malgré tout, ce qui est important aussi, c'est que Hall est doué, même s'il n'est pas très subtil, il est doué d'une compréhension suffisante pour lire bientôt sur la forme des lèvres des humains que ces derniers veulent le supprimer. Et c'est pour cela qu'il décidera d'entrer en guerre avec les humains. Mais à présent, j'aimerais finir en vous montrant quelques bons robots contemporains au service de l'art et de la poésie, de bons robots qui échappent eux aussi en partie aux artistes, mais sans doute pour la bonne cause. En tout cas, c'est au nom d'une cause dont je vous laisserai juger si elle mérite ou non le déplacement. Donc, troisièmement, les robots n'ont pas de vision, mais ils ont du style génératif, ou comment les artistes assurent les premières formes, mais pas les dernières. Alors, après avoir dessiné à la main ces modèles vivants, après une période, disons, de complications psychiques et médicales, Patrick Tressey fait dessiner ces robots avec un même logiciel qui les guide. Ces robots, donc, ils travaillent avec leurs modèles, ils font de la reconnaissance de forme de leurs modèles. Mais à l'école des robots, Tressey joue sur le genre varié de chacun en modifiant la nervosité du bras du robot et aussi un petit quelque chose après la capture de l'image fait que c'est suffisant pour redonner, disons, du vent dans les voiles des formes qui sont créées à l'infini. Ce qui me fait penser au visage du poète Henri Michaud qui se disait en 1946, dans une perpétuelle fièvre de visage, une infinité de têtes dans lesquelles il se vautrait en cherchant le fantôme intérieur de ces modèles et comme l'écho de ces 1000 affolements. Comme vous le voyez, ces robots ont du style, mais évidemment, s'il y a en particulier un artiste, il n'y en a pas un seul, mais qu'aime tout particulièrement Patrick Tressey, c'est Giacometti. Alors donc, c'est l'infini, encore une fois, qui, depuis Pascal au moins, fait toujours un peu peur. Et c'est aussi d'images puissance infinie qu'il s'agit dans l'œuvre de Miguel Chevalier,
œuvre qu'il déplace un peu partout sur la planète Terre et sur Internet, même si la fonction interactive de ces fictions doit être vécue in situ pour être intéressante. Il s'agit donc d'une œuvre générative, interactive et immersive. On ne voit plus le robot, évidemment, ni les algorithmes qui ont intégré l'œuvre. La technique devient invisible. Il n'y a plus d'effets spéciaux ni de savoir-faire apparent. L'œuvre s'inspire des automates cellulaires et des micro-organismes. Des cellules se multiplient en abondance, se divisent, fusionnent, prolifèrent selon un rythme tantôt lent, tantôt rapide, au gré de la décision de l'artiste, bien sûr, mais aussi au gré du corps des regardeuses et des regardeurs qui agissent sur l'œuvre. Ce monde, donc, on a commencé à voir en noir et blanc, ce monde instable glisse progressivement vers des couleurs qui tourbillonnent et donnent forme à l'informe. Les courbes sinueuses qui ondulent renouent avec les années 1970, elles créent des expériences visuelles inédites, légèrement hypnotiques, voire psychédéliques. Pour une part, l'artiste les connaît, ces formes, pour une autre part, elles lui échappent. Et l'infinité des possibilités rappelle Raymond Queneau et son ouvrage de littérature potentielle, ces 100 000 milliards de poèmes que l'on ne pourrait jamais lire en une seule vie humaine. Avec Memo Hatken, le robot cherche ses formes, il tâtonne, il hésite, il rencontre beaucoup de choses, Munch, Vinci, Cézanne, des paysages, des visages, des tableaux, des architectures, des mondes. Après des études en intelligence artificielle, Hatken a voulu mettre les algorithmes au service d'une poésie plutôt inquiète, disons, et il fusionne là avec son robot pour modifier sa forme qui devient plus précise avant de se déformer à nouveau. C'est une œuvre, Alain, qui me rappelle le monstre qui est exposé au Palais de Tokyo et aussi la Vénus de Jean-Jacques Lebel. Alors, Fabien Giraud et Raphaël Siboni, qui sont exposés au Palais de Tokyo, ont imaginé une série où ils ont laissé filmer des drones, en fait, histoire de raconter une fiction non humaine de la technique. Alors là, qu'est-ce qu'ils filment? L'errance du maître à penser du transhumaniste, Ray Kurzweil, qui veut faire renaître son père défunt et donc être le père de son père. Tout cela se passe dans la jungle en 2045 et l'œil du robot, donc comme le drone, met tout à égalité dans une inflation de signes qui ne pourront jamais, évidemment, vu leur prolifération, qui ne pourront jamais être analysés par un ou même par beaucoup d'humains. La force brute des probabilités qui essaie toutes les possibilités est avec eux retournée en œuvre d'art au profit d'une réflexion sur les images, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Juste retour des choses et clin d'œil qui a bien montré, qui renvoie évidemment à toute la question des drones aussi et de leur utilisation dans la guerre. Enfin, avec cette artiste brésilienne, nous sommes immergés dans les chiffres qui se matérialisent, les fameux chiffres au fondement des calculs algorithmiques de l'ordinateur, chiffres qui ont envahi l'espace
sociale, disons aussi, et politique. Et avec Rachel Kogan, donc, nous avons une œuvre immersive, là encore, mais les chiffres nous collent à la peau, nous immergent, et ils se dissolvent aussi, ils se recomposent avant de sombrer dans un miroir liquide. Voilà, donc je vous invite, en tout cas pour voir évidemment à la fois ce qui m'a inspiré, les œuvres de Jiro et Sibony, au moins aller voir l'exposition au Palais de Tokyo. Donc, et puis donc je vous donne rendez-vous pour l'exposition que nous sommes en train de monter avec Jérôme Neutre et Miguel Chevalier, donc au Palais de Tokyo, qui commencera le 4 avril, donc où nous présenterons des œuvres sans doute de Jiro et Sibony et d'un certain nombre d'autres artistes. Alors, très rapidement, difficile de mesurer l'ampleur les conséquences de la vexation, on a même parlé de 4e vexation, c'est sans doute une 5e et peut-être des vexations à l'infini. À partir de maintenant, jusque-là, ce qu'on peut dire, c'est que les artistes ont toujours pris le dessus sur les choses. Ils ont joué avec leur milieu technique, pour reprendre l'expression de Leroi-Gourhan, depuis la préhistoire. Au fond, ils ont instrumentalisé la technique, ils l'ont détournée largement autant que le contraire, avec la technique photographique, avec le cinéma, avec la vidéo. Et pour la première fois, les robots, disons les logiciels, génèrent des œuvres imaginées, mais en partie seulement, par des artistes et des ingénieurs informaticiens. Or, il n'est pas encore interdit de penser l'art comme une œuvre ouverte, infiniment ouverte, comme une œuvre de plus en plus générative et interactive, une œuvre collective aussi, au sens où plusieurs protagonistes entrent en jeu, l'artiste, l'ingénieur, si l'artiste ne l'est pas, il l'est parfois, mais pas toujours, son ou ses robots, visibles ou invisibles, et enfin les regardeuses et les regardeurs qui interagissent avec l'œuvre. Et pour finir, une blague que j'aime bien et qui a le mérite d'être claire, peu importe l'année, on va dire que c'est 2045, pourquoi pas, et il ne resterait donc sur la Terre que des humains, des robots et des chiens. Alors bon, les humains et les robots, on comprend pourquoi. Les chiens, pourquoi les chiens? Pour interdire aux humains de s'approcher des robots. Voilà. Mais l'histoire ne dit pas s'il y aura des robots artistes parmi les robots et s'il faudra négocier donc auprès des chiens des laissés passer pour les artistes. Merci de votre attention.